Notre audition avec les représentants du syndicat d'agriculteurs, la coordination rurale. Bonjour messieurs. Donc le déroulement classique, c'est vous vous présentez, vous expliquez qui vous représentez, qu'est-ce qui vous distingue des autres syndicats agricoles, quelles sont vos positions de façon générale sur la politique agricole, et ensuite quel est votre regard sur les pesticides. Et dans un deuxième temps, nous commencerons la discussion sur l'objet de cette mission parlementaire qui est la recherche d'alternatives aux phytopharmaceutiques. Donc nous aimerions savoir comment vous pouvez nous éclairer sur cette démarche qui est à la fois parlementaire et gouvernementale, et comment nous pouvons avec vous co-construire éventuellement des solutions pour sortir des phytopharmaceutiques. À vous la parole. Merci. Je commence. Donc François Ducas, je suis GT agriculteur en Charente et je suis maintenant retraité. Donc je suis président d'honneur de la coordination rurale parce que ça fait quelques années que j'y ai consacré du temps et on doit considérer que ce que j'ai accumulé peut encore servir. Je vais passer la parole à Damien et je vous expliquerai un peu après en quoi nous sommes différents des autres syndicats et notre histoire. Bonjour, Damien Brunel, agriculteur dans les Hauts-de-France. Je te laisse parler pour la présentation. Donc, la coordination rurale est le deuxième syndicat agricole français. Combien, pardon ? Le deuxième. Deuxième. Eh oui. 21%, je crois, aux dernières élections Chambre d'agriculture. Ah oui, c'est pas très loin du précédent. Donc. La coordination rurale a comme particularité dans son principe de ne pas... nous sommes apolitiques, contrairement aux autres. Nous sommes favorables à une PAC régulatrice, plus vertueuse sur le plan économique et écologique. On pourra revenir bien sûr dessus. Et puis on souhaite aussi un rééquilibrage des productions, notamment avec les oléoprotéagineux par rapport aux céréales. On pense que c'est la clé aussi de la solution écologique. On ne peut pas fonctionner sans un assolement et une rotation constructive, dirons-nous. Et puis dans notre syndicat, tout le monde est représenté, aussi bien les bio que les non-bio. On a d'ailleurs des présidents de départements qui sont en bio. Maintenant, je vais te laisser parler. Oui, je vais revenir un peu sur l'historique de notre syndicat. Alors, on est le plus jeune des syndicats. On est né en tant que syndicat en 1995 et on a existé en tant qu'association à partir de fin 1991. Et ce qui a entraîné notre naissance, c'était l'arrivée, les perspectives de la réforme de la politique agricole commune de 1992, dont on identifiait tous les risques. Malheureusement, on avait raison à peu près sur tous les points, puisque on avait compris que cette réforme était destinée à faire rentrer l'Europe dans le jeu des accords du GATT, puis de l'OMC, c'est-à-dire qu'on sortait d'une agriculture européenne maîtrisée pour l'ouvrir au grand large des marchés mondiaux et à la fois de concurrence impossible, de logique d'avantages comparatifs. On perdait donc tout espoir de devenir autonome, par exemple, en protéines, parce que dans ce jeu du libre commerce sur les matières premières alimentaires, l'Europe ne serait jamais compétitive avec des pays comme le Brésil, l'Argentine ou les États-Unis, par exemple, pour produire du soja. Donc, le fait de signer ces accords, pour nous, c'était consacrer une dépendance de l'Europe, et donc aussi de la France, aux protéines, à une époque où arrivaient les premiers OGM. On avait d'ailleurs écrit, parce qu'on est né en disant non à la PAC 92. Et les gens ont dit, vous êtes des négatifs, vous ne proposez rien. On a dit, c'est gentil, mais on n'est que des agriculteurs, tous, sans responsabilité particulière. Ne nous demandez pas
de faire un travail que d'autres auraient dû faire. Et malgré tout, on a relevé le challenge et on a sorti à l'époque, en 1993, fin 1993, un livre intitulé Révolution en vert, VERT, et pour tous, dans lequel justement on proposait une politique agricole qui viserait l'autonomie alimentaire de l'Europe et qui rééquilibrerait nos productions, moins de céréales qu'on cultivait et qu'on cultive toujours en excédent, et plus de protéines. C'est pour vous dire que dans le paysage syndical de l'époque, on avait une position qui était singulière, puisque nos concurrents, enfin, les autres syndicats, et c'était le reproche qu'on leur faisait, se battaient pour avoir plus d'aide. Et nous avions un slogan qui est repris par d'autres aujourd'hui, des prix, pas des primes. Parce qu'on estimait que les agriculteurs devaient vivre de leur production. Et dans notre approche de cette révolution envers et pour tous, on s'inscrivait dans une logique, nous, d'agriculteurs à l'écoute de la société, et en disant, on veut bien cultiver autrement, on veut bien adopter des pratiques plus vertueuses, mais pourvu qu'on nous en donne les moyens. Et qu'on ne nous fasse pas une politique qui nous pousse dans une sorte de combat de gladiateurs à la recherche toujours du moins-disant en matière de prix. Alors, évidemment, notre position ne recoupait pas du tout les positions syndicales de l'époque, mais recoupait les aspirations des agriculteurs de la base. Et on a toujours tenu, et c'est ce qu'expliquait Damien, à une totale indépendance de notre syndicat, de façon à garder notre regard, je dirais, non altéré sur les choses agricoles et économiques, totale indépendance vis-à-vis de la politique, mais aussi, et je ne dis pas surtout, mais quand même, des organisations économiques. Nous ne sommes impliqués dans aucune coopérative, dans aucun système économique, parce que nous considérons qu'on ne peut pas mélanger une approche éthique de l'agriculture si en même temps on a une sorte de conflit d'intérêts qui n'est jamais sanctionné. Mais quand un responsable syndical est aussi président d'une grosse coopérative, vous comprenez que éthiquement, il y a un conflit d'intérêts. Voilà. Et donc notre syndicat s'est développé, évidemment. On est parti avec 0 moyen. Et au fil des élections professionnelles, on est arrivé à plus de 20% des élections, de résultats aux élections aux chambres d'agriculture, les dernières étant en 2013. Et le compteur va à nouveau tourner en janvier prochain. Voilà. Donc après, comme le disait Damien, selon les départements, on a plutôt plus de producteurs laitiers quand c'est un département laitier, plus de producteurs de fruits et légumes si c'est un département qui est plutôt spécialisé dans ce type de production. Nos adhérents sont le reflet de l'agriculture. Je vous dirais qu'on n'a pas de très très gros agriculteurs dans nos adhérents. Mais voilà. Une question de M. Martin. Voilà, faut le jeu des micros. Des prix, pas des primes. Des primes en 2 mots, hein. Pas en un seul mot. C'était une plaisanterie au passage. Oui, mais sur la plaisanterie, on pourrait également en parler, parce oui. Que la déprime est terrible. Bien sûr, on en a tout à fait conscience. C'est pour ça que je disais ça avec un clin d'œil. Mais en conscience de la crise actuelle et de la crise d'image aussi des agriculteurs français. Alors, quel est votre modèle? Si vous voulez pas la PAC 92, si vous voulez pas... Quel modèle parlez-nous de la filière végétale que vous voulez promouvoir pour la France, peut-être? Ou quelle est votre alternative, puisque vous voulez nous rendre indépendants des importations massives actuelles et futures, prochainement futures, avec le Mercosur, par exemple? Quel est votre modèle pour le végétal en particulier? Alors, c'est un modèle qui ne peut pas être que végétal, parce que de toute façon, derrière le végétal, il y a toujours l'animal, et il y a aussi les arbitrages des agriculteurs qui font que s'ils ne peuvent pas vivre que du végétal, ils iront vers l'animal, mais le prix de l'animal est dépendant du prix du végétal, parce que quand on baisse le prix des céréales ou des protéines, on baisse le prix de l'aliment du bétail, et donc on baisse le coût de la viande. Donc nous, c'est une vision qui est globale.
Alors, je suis très gêné quand vous nous parlez de la France, parce que ce que beaucoup ont eu du mal à comprendre, on est né contre la réforme de la politique agricole de 1992, politique agricole commune, européenne, mais parce qu'on estimait qu'elle ne répondait plus aux objectifs assignés par le traité de Rome, justement, à la politique agricole commune. Et notre problème, nous, c'est qu'on est dans une logique européenne. Et c'est-à-dire qu'on estime, et c'est pour ça qu'on est très gêné. On a participé aux EGA, j'étais dans l'atelier 5, où on a évoqué ce qu'attendaient, ce qu'espéraient les agriculteurs, c'est-à-dire des prix fixés par rapport à leur coût de production, et non pas des prix imposés par un marché qui fait disparaître les producteurs. Mais j'ai rappelé qu'on n'était pas dans un hexagone fermé, et qu'on était dans une Europe ouverte, et que donc on ne pouvait pas décréter un système de prix français qui n'intégrerait pas le fait qu'on est entouré d'autres pays qui n'intègrent pas ce système. Et on m'a répondu assez sèchement qu'on n'était pas là pour parler de la PAC, mais pour parler de solutions franco-françaises. Ce qui m'a un peu fait mal, et j'ai demandé à ce moment-là qu'au moins dans les conclusions des EGA, on dise que les EGA n'avaient pas le pouvoir de changer la PAC, mais avaient le devoir de demander qu'elle change. Donc notre vision, c'est une agriculture européenne qui corresponde au traité fondateur, qui avait pour première mission d'assurer l'autosuffisance et la sécurité alimentaire des Européens. Chose qui n'est toujours pas acquise, puisque on présente l'Europe comme une grande puissance agricole, c'est vrai. On dit que c'est le premier exportateur agroalimentaire mondial, c'est vrai. On oublie d'ajouter que c'est aussi le premier importateur agroalimentaire mondial et que le solde est négatif. C'est-à-dire que l'Europe reste alimentairement dépendante de l'extérieur. Je ne parle pas du café, du cacao, mais dans ses grandes productions, dans ses grandes matières premières. Et une étude allemande, sortie il y a 5 ou 6 ans, évaluée à 28 millions d'hectares, l'équivalent à peu près de la superficie agricole française, le déficit de surface qu'avait l'Europe, c'est-à-dire que c'était une traduction des hectares qu'on devait faire cultiver par les pays extérieurs pour compléter ce dont nous avions besoin. 28 millions d'hectares. Et d'où vous sortez ces chiffres ? C'est une étude d'une université allemande qui s'appelle Opéra, qu'on pourra vous fournir si vous le souhaitez. Ouais. C'est-à-dire le solde, oui, parce qu'on exporte aussi un certain nombre de millions d'hectares, mais quand on regarde les hectares qui ont servi à alimenter les besoins européens, les hectares qui ont permis d'alimenter les exportations et les hectares nécessaires pour compléter et alimenter nos importations, le solde, c'est qu'il y a 28 millions d'hectares qui nous manquent. Donc l'équivalent de la SAU française, ce qui n'est pas rien. Et ça, c'est totalement nié par l'approche européenne aujourd'hui, notamment de la Commission, qui est toujours dans ses accords de libre-échange, et donc qui finalement consacre cette logique de dépendance de l'Europe. Et pour nous, le traité de Rome n'est plus respecté. Donc notre vision, c'est une Europe qui organise son agriculture pour les nécessités de ses consommateurs européens. Les nécessités, c'est évidemment une alimentation qui soit à un prix accessible, mais c'est aussi une alimentation de qualité et la garantie qu'un jour, il n'y aura pas un déficit dans un domaine alimentaire. Et on fonde notre... Alors, sur le plan technique... Excusez-moi, avant que vous développiez, sur le solde négatif, c'est toute filière confondue ? Alors, hormis les productions exotiques. On sort les productions qui, de toute façon, ne pourraient pas être produites par l'Europe. C'est les 4 filières, donc viticulture, céréales, fruits et légumes. Sucre, oui. Le déficit est total ou... fruits et légumes, bien sûr, oui. Vous avez déjà... sur les céréales aussi ? Sur les céréales, on est globalement excédentaire. Oui. Mais l'énorme trou est causé par les protéines, c'est-à-dire par les importations de tourteaux, de soja ou de matières riches en protéines. Mais il y a un tableau qui donc décompose le tout. C'est Opéra, l'étude Opéra allemande. Mais on pourra vous la fournir. Oui, tout à fait, merci. Il faudrait le noter.
Oui, Alors, techniquement, vous étiez en train de dire, je vous ai coupé. Que c'est quelque chose qui est tout à fait possible, surtout avec les moyens dont on dispose aujourd'hui en matière d'observation de marché, de cotation et de moyens aussi d'orienter les productions des agriculteurs, puisque si l'Europe protège ses frontières, il ne s'agit pas de... C'est un terme qui est connoté négativement, on dit il faut être protectionniste. Mais c'est-à-dire que l'Europe doit protéger ses marchés. Protéger ces marchés ne veut pas dire les fermer. On compare ça à un système d'écluses qui permet de gérer des niveaux différents d'eau. Et bien là, il s'agit de gérer des niveaux différents de prix à l'intérieur de l'Europe et à l'extérieur, de façon à ce qu'on puisse organiser l'agriculture européenne avec des prix, pas des primes, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit des prix incitatifs. Et en clair, si vous augmentez le prix des matières premières riches en protéines, les agriculteurs vont en produire et, par contre-coup, produiront moins de céréales. Donc, on n'aura pas à aller se battre sur le marché mondial pour exporter nos céréales, puisque, étant déficitaire globalement, on n'aurait pas de céréales à exporter et on importerait moins de protéines. Et ça rééquilibrerait de toute façon le marché mondial, parce qu'il y a une chose qu'on nous parle d'excédent, mais vous n'avez jamais entendu parler de destruction de stocks de blé, de maïs, de soja ou autre. Il y a un marché mondial qui, tous les ans, fait que la consommation est assurée. Elle est assurée pas pour tout le monde, parce que vous avez 800 millions d'habitants qui n'y ont pas accès. Et cette protection des frontières qui permettrait de gérer le prix à l'intérieur et de rendre les prix incitatifs pour les agriculteurs, et on viendra au mode de production, parce qu'il faut donc que les agriculteurs puissent vivre de leur production et que donc les produits qu'ils vendent aux consommateurs soient vendus en fonction de leur coût de production. Et si on doit prendre des mesures pour mieux garantir la qualité de nos produits, qui seraient des mesures contraignantes pour les agriculteurs ou qui entraîneraient une moindre production, évidemment, il faut que les prix payés aux producteurs soient recalculés en fonction de ces coûts de production. Alors on nous objecte qu'aujourd'hui le monde est un grand village, qu'on ne peut plus isoler les marchés agricoles, et nous réclamons depuis la naissance de notre syndicat ce qu'on appelle l'exception agriculturelle. On considère que l'exception culturelle est reconnue au niveau international, que la culture ne peut pas être mise sur le marché des plus compétitifs, parce qu'on sait quelle serait la culture qui s'imposerait au monde entier aujourd'hui. Pour l'agriculture, puisque la culture nourrit les esprits, certes, l'agriculture nourrit les corps, et on estime que l'agriculture doit pouvoir aussi faire l'objet de cette exception, et on ne peut pas demander aux Africains d'être aussi compétitifs que nous. Aujourd'hui, on va détruire leur agriculture parce que nous sommes plus compétitifs qu'eux, dans la logique des accords de libre-échange, mais on ne peut pas nous demander d'être aussi compétitifs qu'un Brésilien qui cultive 15 000 hectares, avec du personnel qui est relativement peu payé, et s'il est brésilien de l'Équateur qui fait 3 récoltes par an. Donc, ça justifie pour nous que l'Europe dise on reprend notre agriculture en main et on ne laisse plus le soin au marché extérieur de dicter le visage de notre agriculture. Alors, j'ai une question de M. Menuel. On est sur un débat de fond. D'ailleurs, on voit les discussions sur le Mercosur actuellement concernant en particulier la viande bovine, et c'est d'actualité. Est-ce que vous faites, vous, de l'évolution de la PAC telle que vous souhaiteriez la voir évoluer, un préalable à toute disposition qui permettrait de façon significative d'aller vers une production plus vertueuse et plus protectrice de l'environnement? Oui, je vous remercie. Je crois que c'est le combat de ma courte carrière syndicale. Ça a été de me battre beaucoup plus pour faire comprendre qu'il fallait changer cette politique agricole commune pour qu'on puisse nous-mêmes évoluer sans être jamais compris. Mes interventions aux EGA n'ont pas été, une fois de plus, entendues, mais j'en suis convaincu. Alors après, que des pays provoquent un changement, ou une prise de conscience qu'il faut la changer en prenant des mesures particulières, ça peut aider. La France peut prendre des mesures un peu, je dirais, de type provocatrice
au sens où on parle des produits phytosanitaires. Si la France interdit unilatéralement l'utilisation d'un produit phytosanitaire, alors oui, vous attaquez un sujet qui est... Enfin, je ne pensais pas celui-là parce que quand je parlais de provocation, c'était de dire que la France interdise et l'utilisation d'un produit phytosanitaire et l'importation de production produite avec ces produits interdits, et qu'elle le fasse unilatéralement à l'intérieur de l'Europe. Imaginez que tout à coup on interdise d'importer des pêches espagnoles. Non, mais en tout cas, une telle démarche provoquerait un séisme à Bruxelles. Il faudrait peut-être y regarder, mais enfin, je veux dire que si on ne peut pas y arriver en douceur, il faudrait que la France, si elle est convaincue qu'elle doit changer et faire changer cette politique agricole européenne, il faudrait que la France donne quelques coups d'épaule. Mais pourvu qu'on ne soit pas les premières victimes, parce que c'est après Si la France fait de la provocation et que les otages sont les agriculteurs français, évidemment, ça n'est pas ce qu'on demande. Hein. Ce qui veut dire qu'il faut qu'il y ait une position de la France qui soit cohérente. La France ne peut pas à la fois provoquer et dire par cette provocation on fait tomber, on supprime nos agriculteurs. Donc, enfin, là, c'est un sujet qui est géopolitique. Je ne dis pas que ça ne nous concerne pas, mais ça nous dépasse quand même, parce qu'on sent qu'il y a une très grande ambiguïté dans les prises de position politiques. Vous savez, à l'occasion de chaque campagne électorale, législative, présidentielle, européenne, notre syndicat essaie d'avancer ces idées, de les faire partager par les candidats ou les partis candidats. Sur le coup, on nous dit que c'est très intéressant, mais c'est très vite oublié. Alors, Monsieur Martin. Puisque vous parlez de campagne, il y a un engagement électoral du président de la République, c'est la séparation du conseil et de la vente en matière de produits phytosanitaires. Quel est votre jugement par rapport à cette proposition et sa mise en œuvre? On a, en préambule, indiqué notre totale indépendance vis-à-vis des organisations économiques. Donc, je ne voudrais pas que ce que je vais dire soit interprété comme une sorte de soutien à certaines organisations économiques. La séparation du conseil et de la vente paraît être une évidence qui aurait dû être intégrée depuis longtemps et qui ne l'a jamais été, puisque aujourd'hui, enfin, il y a eu des évolutions, mais quand j'ai commencé mon métier, le technicien de la coopérative ou du négociant qui venait pour parler technique, mais pour faire signer à la sortie un bon de commande de produits. Et pour vous inciter à faire du stock avant ce qu'on appelait en morte saison, quand ça n'était pas le moment de les utiliser, pour les avoir sous le coude le jour où il faudrait et les avoir à moins cher. Donc la ficelle était très grosse. La réaction d'un certain nombre d'agriculteurs et beaucoup de notre syndicat, c'était de dire nous, ça ne nous intéresse pas beaucoup, on veut un conseil éclairé, indépendant, et beaucoup d'entre nous participaient à des groupes, alors qui pouvaient être des CETA ou des groupes plus informels d'échange pour justement nous faire notre propre point de vue et éviter ce piège. Alors, je dis aujourd'hui, brutalement, on coupe cette relation, enfin brutalement, progressivement, parce que c'est enclenché quand même depuis 2014, on sentait que c'était dans l'air, mais on ne voudrait pas qu'on passe de Charybde en Scylla, parce que interdire cette confusion, très bien, mais qu'est-ce qu'on propose à la place? À la place, on propose d'imposer un conseil individualisé annuel. Alors je dis individualisé, très bien, chaque exploitation
chaque parcelle de l'exploitation, sachant qu'une exploitation est rarement homogène, donc avec des cas de figure qui peuvent être différents d'un bout à l'autre, avec des cultures souvent annuelles, mais qui ont un cycle de végétation plus ou moins long. Et le conseil, il est annuel. On peut en déduire que ceux qui vont lire le texte vont dire il faut qu'une fois par an, on délivre un conseil à l'agriculteur et qu'il soit individualisé. Alors je fais confiance à l'intelligence artificielle pour créer des algorithmes qui permettront de dire on met un système comme ça au point. Et l'agriculteur, si j'ai bien compris, l'orientation, pourra ensuite acheter ces produits phytosanitaires s'il produit la garantie qu'il a bien reçu son conseil annuel individualisé. Ce qui veut dire que c'est un conseil qui risque d'être très décalé par rapport aux besoins de l'agriculteur qui, en temps réel, parce que vous avez les années à ceci, c'est-à-dire les années à mildiou, vous avez les années à septoriose, et un an... Enfin, donc ça nous paraît que ce soit une possibilité, oui, que ce soit imposé, ça ne nous convient pas, parce qu'on risque d'avoir en plus un conseil du type parapluie. On ne voudra pas, après avoir délivré un conseil, que l'agriculteur reproche d'avoir sous-conseillé. Nous, ce qu'on attend, et notre syndicat le réclame depuis des années et des années, à chaque fois qu'il est question d'économiser les produits phytosanitaires, et notamment lors du Grenelle, c'est que les agriculteurs aient accès en ligne. Et aujourd'hui, quand on le disait au moment du Grenelle, on pensait qu'il y avait un certain nombre d'agriculteurs qui n'étaient pas encore connectés. Aujourd'hui, tous les agriculteurs quasiment le sont, qu'ils aient un accès en ligne à une information en temps réel sur les produits phytosanitaires, sur l'état sur les risques de maladies, sur l'évolution de la réglementation, sur les préconisations d'utilisation. Et sur les préconisations d'utilisation, je pourrais donner la parole à Damien, qui vous expliquerait en quoi un agriculteur peut beaucoup s'éloigner, par exemple, de la fameuse dose homologuée. En quoi on peut réduire ces doses. C'est ces conseils-là qu'on attend. Et là, c'est les abonnés absents. On n'a pas d'accès à une sorte de formation continue en ligne pour les agriculteurs. Je crois que si, avec un petit effort, ça pourrait être fait, parce que, comme l'a dit Damien, on est un syndicat d'agriculteurs qui revendique leur autonomie de décision pour pouvoir appliquer leur éthique, parce que, je veux le rappeler aussi, je pense qu'il y a encore une éthique chez les agriculteurs, même si aujourd'hui ils sont souvent décriés, sauf que pour qu'on puisse respecter une éthique, encore faut-il qu'on ait les moyens d'expertiser. Donc c'est notre revendication, c'est on sépare le conseil de la vente, très bien, mais qu'ensuite on donne la possibilité aux agriculteurs d'avoir accès à un conseil qui ne soit pas revenu dans le secteur marchand, parce que vous comprenez que les officines de conseil ne vont pas être des philanthropes. Si. Monsieur Menuel. Est-ce que vous voudriez jusqu'à dire que ça peut même être un recul par rapport notamment à l'obligation maintenant qui va être donnée à l'agriculteur de faire ses achats en morte saison? Moi, j'y vois pas beaucoup d'intérêt, en fait. Je constate sur le terrain que les entreprises qui font de la vente de produits phytosanitaires ont anticipé cette perte ils ont déjà anticipé qu'ils vendraient moins de phyto dans les années à venir. Et ils sont en train de nous vendre de nouveaux services pour gagner, parce que coopératives ou négociants, ils veulent gagner de l'argent. Et ils ne veulent pas gagner moins d'argent. On a face à nous des entreprises, quelles qu'elles soient. Et donc aujourd'hui, ils sont en train d'essayer de nous rendre vraiment de moins en moins indépendants. Et on le voit dans les émissions, enfin ils sont très forts en communication parce qu'ils nous vendent à nous tous de beaux reportages où on voit des drones, des GPS, des outils d'aide à la décision. Mais tout ça c'est payant et c'est souvent très cher. Et parfois dans le même reportage on vous explique que l'agriculteur est endetté, mais bon, il faut changer tout son matériel pour que le pulvérisateur, que les répandeurs à engrais fonctionnent avec tous ces outils qui ont besoin d'une clé USB pour télécharger le fichier qui va bien, etc. Donc ça, on ne vous en parle pas beaucoup. Ça va être très coûteux, mais ne vous inquiétez pas, il y a des entreprises qui veulent bien nous vendre ce service. Et ils ne rêvent que d'une chose, c'est qu'à chaque fois qu'on ait le droit... D'ailleurs, ils ne veulent pas forcément qu'on consomme moins d'engrais
ou de pesticides, mais ils rêvent d'une chose, c'est qu'il y ait une sorte d'obligation d'avoir une ordonnance pour pouvoir sortir le pulvérisateur. Et qui dit obligation dit paiement à chaque fois. Moi, je le vois comme ça. Enfin, là, c'est un sujet d'actualité en matière d'agriculture, les drones. Mais moi, je constate dans ma région, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises indépendantes qui sont en dehors des coopératives et des négociants, qui commercialisent des drones avec une application, avec des coûts qui sont baissés par 4, parce que là, 3 ans, un drone, ça valait 20 000 €. Aujourd'hui, ça vaut 4 500 €, tel qu'il s'est proposé dans les exploitations, en achat. Mais ce n'est pas du tout dans les filières traditionnelles de production, c'est en dehors. Donc, il y a peut-être une évolution quand même positive, là. Je pense qu'il va y avoir une sorte de bras de fer et on n'a pas évoqué les solutions dont, par exemple, le biocontrôle, qui fait partie de ces pistes, comme aujourd'hui les nouvelles technologies. Mais ne sous-estimez pas la puissance financière des organisations économiques qui peuvent très vite en terminer avec ces petites entreprises qui ont mis au point des systèmes géniaux et qui vont mettre la main dessus. Et en matière de biocontrôle, on voit aussi des choses intéressantes autour des algues ou de ces de moyens qui pourraient être des alternatives aux produits phytosanitaires. Mais comme on l'a vu avec les grosses entreprises pétrolières, quand quelque chose peut venir nuire au business qu'on pratique, le meilleur moyen, si on a de l'argent, c'est de l'acheter assez cher pour ensuite le ranger sur une étagère et qu'on garde la protection. Donc l'avenir de ces petites entreprises, elles sont très intéressantes parce qu'il y a une innovation considérable. On ne dit pas que toutes les solutions sont dans ce domaine-là, mais en tout cas, il y a une évolution considérable par des petits géotrouve-tout, mais dans un système où tout se concentre, enfin, on voit bien que dans l'économie, il est rare qu'une petite entreprise innovante reste petite, elle grossit, et puis à un moment donné, on apprend qu'elle est rachetée par un gros groupe. Donc, on craint quand même qu'on continue d'avoir un monde qui entoure l'agriculture, qui contrôle l'amont et l'aval. Le Syngenta, qui à la fois est un semencier de pointe, et qui, en même temps, produit des phytosanitaires et qui est racheté par le chinois Chemchina. Donc, on se sent un peu agriculteur, on se sent un peu cerné, parce que si vous dépendez de quelqu'un qui vous vend une semence bien marketée et que vous allez être convaincu de l'acheter, mais que cette semence, on vous dit, elle est très bien, mais attention, si il arrive un champignon cette année, il n'y a pas de problème, à condition que vous la traitiez avec nos produits. Donc, ça a été le cas du glyphosate. Alors, le glyphosate, on peut en parler 2 minutes parce que c'est un sujet qui est controversé et d'une approche très complexe. Et nous, on a été surpris qu'on reste dans une approche globale du glyphosate. Il y a 2 utilisations du glyphosate. Et l'utilisation que nous mettons en cause, c'est le glyphosate qui est pulvérisé sur des cultures en végétation sans les tuer. J'ai ici 2 analyses. Oui, alors c'est les cultures génétiquement modifiées, parce que Madame faisait référence au glyphosate qui était en fait une vente liée. Je vous vends la semence OGM et le produit qui va avec. Alors la vente liée, on a été protégé de ça parce qu'elle est interdite en France. En France, on n'a pas le droit de conditionner. Mais les Américains et Monsanto la pratiquaient beaucoup. Là, c'est visible avec le glyphosate. Quand je vous parle des semences et des produits phytosanitaires, c'est beaucoup plus discret parce qu'on vous vend une fois la semence et ce n'est pas Syngenta qui vous la vend, c'est un négociant ou une coopérative. Et puis un peu plus loin, on vous vend le produit. Alors, si je reviens au glyphosate, parce que je crois que c'est important d'en parler, l'utilisation du glyphosate sur des plantes OGM fait qu'en fait, ce produit qui est normalement destiné à tuer tout ce qu'il touche, et s'il tue tout ce qu'il touche, ça n'a pas arrivé dans l'assiette du consommateur. Et on ne doit pas trouver de résidus dans les produits proposés à la consommation. Or, nous, en tant qu'agriculteurs, la façon dont on s'est approprié le glyphosate, ça a été pour développer
ce qu'un ministre a baptisé agroécologie et qu'on pratiquait sans le savoir depuis longtemps, c'est-à-dire les cultures à la fois de non-labour et de semis sous couvert végétal. Et on le faisait grâce au glyphosate, qui au départ n'a pas été inventé par Monsanto pour cet usage-là. Je dirais qu'on l'a un peu... Oui, alors oui, là vous remontez encore. Non, mais en tant que c'est un peu le hasard qui l'a amené comme herbicide total, mais l'herbicide total qui était inaccessible pour nous agriculteurs tant que c'était pas tombé dans le domaine public, on l'utilisait pour détruire les vivaces. Mais on l'utilisait pas, on n'avait pas les moyens de semer un couvert qu'on allait ensuite détruire avec le glyphosate parce que ça coûtait, c'était hors de prix. Donc la distinction qui n'a pas été faite pour l'instant, à notre sens, c'est cette utilisation. Alors, je vous disais sur les produits OGM, soja, maïs, surtout, coton, mais le coton, on ne le consomme pas, on le porte quelquefois quand même. Donc, dans ces produits-là, il y a des résidus de glyphosate et on est allé sur le port de Lorient au mois de novembre faire des prélèvements de tourteaux de soja importés et, sans surprise, on a des quantités très importantes de glyphosate dedans. On a fait en parallèle des analyses sur des productions de nos agriculteurs qui utilisent le glyphosate, comme je vous l'indique, non pas sur des cultures, mais pour gérer des couverts, dans leurs produits, y compris les lentilles, zéro glyphosate. Il n'y a même pas de trace. Alors, l'utilisation du glyphosate, il y a quand même un biais, c'est qu'en Europe, en particulier dans les pays du Nord, on l'utilise pour accélérer la maturité notamment de blé, d'orge, de tournesol, un dessicant. Et pour nous, cette utilisation-là aurait dû être interdite dès qu'il y a eu le CIRC qui a jeté son pavé dans la mare, parce que, alors après, il y a l'aspect protection de l'utilisateur. Dans le glyphosate, il y a deux sujets. Il y a le risque pour l'utilisateur, et on est utilisateur, et il y a le risque pour le consommateur. Pour nous, le risque pour le consommateur, et je pense que le CIRC, c'est celui-là qui l'a soulevé, c'est lorsque le consommateur trouve dans ses aliments des résidus de glyphosate. Et s'il mange des produits OGM directement, du maïs par exemple OGM, il va en trouver. Et ensuite, les problèmes pour les utilisateurs, et là, nous, agriculteurs en tant qu'utilisateurs, évidemment, ça ne nous laisse pas indifférents, les problèmes de santé liés, parce qu'on est les premiers exposés, on prend quand même de plus en plus de précautions, et on ne pense pas que ni le CIRC, ni les études épidémiologiques qui sont faites comme type Agrican ou autre, aient pointé quelque chose de ce côté-là. Enfin, on tenait à dire en tout cas qu'on s'attendait, nous, à ce que l'Europe fasse, dans les débats qu'il y a eu sur la réautorisation, fasse un distinguo entre l'utilisation comme herbicide total, parce qu'au départ, le glyphosate a été autorisé pour détruire tout ce qu'il touchait, donc on ne se posait pas la question de son arrivée dans la chaîne alimentaire. Et d'ailleurs, bizarrement, les normes de quantité, de limite maximale de résidus de glyphosate ont été boostées, multipliées quasiment par 10 dans les années 95. Comme si on voulait ne pas empêcher, par exemple, les importations de soja OGM, ce qui serait si c'était interdit immédiatement, ce serait une catastrophe pour et les agriculteurs éleveurs européens et aussi par ricochet les consommateurs. Donc vous n'avez pas fini votre phrase, on s'attendait à une distinction entre la fonction herbicide. La fonction herbicide et cette fonction dessicante qui permet donc d'utiliser jusqu'à 15 jours avant la récolte, 7 jours avant la récolte. C'est l'utilisation de ce produit pour accélérer la maturité d'un blé, pour permettre de passer plus vite la moissonneuse ou avec des variétés tardives de les récolter avant que l'automne n'arrive, ou lorsque des récoltes sont trop salies et que des herbes ont envahi. Monsieur Brunel. En Europe, cette pratique cette utilisation du glyphosate comme dans sa fonction dessiccatrice, est-elle autorisée ou est-ce que c'est juste des produits importés d'Amérique du Nord? Si vous regardez sur le site
REFIT qui vous donne donc toutes les ce qui était avant l'ancienne, ça s'appelait l'index ACTA avant, qui vous donne les usages autorisés, vous les trouvez, y compris en France. C'est une autorisation européenne et française. À notre connaissance, quand même, très peu d'agriculteurs. C'est autorisé. Oui, alors, pratiquer. Alors, je vous dirais que, personnellement, j'ai eu à gérer ce type de problème sur des pois protéagineux au moment de la moisson. Il y avait eu un début d'été pluvieux, ils étaient envahis. J'ai jamais imaginé pouvoir, j'aurais pas mis du glyphosate dessus. Alors on utilisait un produit qui était autorisé pour ça, qui s'appelle le Reglone, qui va être bientôt interdit, parce que je me disais, le glyphosate, il n'est pas fait pour aller sur quelque chose destiné à l'alimentation, quoi. Donc je crois que c'est très peu. Est-ce qu'on pourrait revenir à notre sujet? Enfin, mais je crois que là, Monsieur Menuel. Alors, là Menuel. on est sur l'utilisation du glyphosate. Et c'est vrai que très souvent, des ONG ou d'autres organismes font des analyses, par exemple, sur les produits que l'on sert au petit déjeuner. Mais jamais on fait la traçabilité de ces produits. Ce qui amène à un voile très opaque et pas volontaire de la part du consommateur ou de la part des médias sur justement l'agriculture, parce qu'on fait le lien entre la production locale, nationale, et puis ce qu'on sert au petit déjeuner qui peuvent très bien venir d'une importation, soit du nord de l'Europe ou soit de pays tiers. Si je peux me permettre, nous, syndicats, coordination rurale, on a demandé aux organisations type Génération Future, à plusieurs reprises, et même avec lettre recommandée, de nous donner leurs sources, les origines des produits qu'ils ont testés. Et on n'a jamais eu de réponse. Je peux quand même vous redire qu'on a testé sur 17 échantillons, donc 16 espèces produites en France différentes. Et on s'est aperçu après coup que les Suisses ont fait le même travail chez eux il y a un peu plus d'1 an. On ne retrouve pas du tout de résidus de glyphosate. Pourtant, on peut aller loin dans les mesures aujourd'hui. Donc, sur nos 17 échantillons, on n'a rien. On a été chez des gens qui sont utilisateurs de glyphosate. On n'a rien trouvé. Mais utilisateurs, comme l'a dit François, utilisateurs avant la culture, pas sur la culture. C'est-à-dire l'utilisation herbicide et non dessicante. On ne retrouve pas du tout de résidus sur nos céréales. Mais on était même sur du soja français, du quinoa, des lentilles, bien sûr du blé, de l'orge. On n'a rien trouvé du tout. Et le glyphosate, alors je vais peut-être jeter un peu dans la mare, mais moi je suis en conversion agriculture de conservation. C'est vraiment un gros travail. J'ai bien aimé cette image en conversion parce que qu'on passe en bio ou qu'on passe en agriculture de conservation, il y a une phase de conversion délicate qui coûte. Bon, bref. Et on s'aperçoit, quand on commence à être bien dans le système, qu'avec très peu de glyphosate, on se passe de beaucoup d'autres herbicides. Et en nous enlevant ce produit, eh bien, en fin de compte, vous faites le jeu des firmes. Parce que c'est là où peut-être, sans parler de grands complots, mais on est face à un produit qui coûte très peu cher, qui est tombé dans le domaine public. C'est-à-dire qu'à 3,50 €, vous faites un désherbage. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Aujourd'hui, les firmes se frottent les mains parce qu'avec cette superbe décision de le supprimer, même si c'est 100 €, on l'achètera le prochain produit. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est bingo pour eux. L'idée, c'est pas de mettre un produit à la place. Et il ne sera pas forcément... Parce que là, moi j'ai quand même, dans ma région, on a Thierry Tétu, enseignant-chercheur à l'université Jules Verne de Picardie, qui nous a prouvé que pour la vie des sols n'est pas du tout embêtée par du glyphosate. Aucun effet sur la vie du sol. Ça, c'est moins évident. Thierry Tétu, il est enseignant-chercheur. C'est pas ce qu'on a entendu ici. Alors ici, vous avez entendu plein de choses. Moi, je voudrais quand même vous dire que dans les choses que vous avez entendues, il y a des choses qui ont fait bondir sur les réseaux sociaux. Vous avez peut-être été au courant, mais nous, on a des adhérents qui ont vu des vidéos de groupes de parlementaires qui ont été dans le cadre d'une étude sur le glyphosate, une mission. Vous avez rencontré, par exemple, des gens qui arrivent avec des titres très élevés. Comme des agences, carrément. Du CNRS, voilà. Par exemple. Oui, on a eu M. Bretagnol.
qui a dû répondre à des réponses d'agriculteurs, parce qu'il a déclaré des choses sur lesquelles il est complètement revenu en arrière après coup quand on lui a reposé les questions, parce qu'il a fait des phrases. Alors peut-être qu'il y a des journalistes dans la salle qui ont après rétréci ce qu'il a dit, mais grosso modo, il y a des gens qui ont dit avec zéro azote. On a compris votre analyse. Non, Il nous reste très très peu de temps, excusez-moi de vous interrompre sur cette histoire du glyphosate. Les alternatives, on a entendu, on a compris votre analyse et votre position. Alors par contre, pour revenir aux alternatives, parce que c'est quand même l'objet de cette réunion, pour autant, il y a une position politique officielle du président de la République. Je ne reviendrai pas sur le glyphosate. Il a nuancé sa position en disant que sur 10% des pratiques, on pouvait considérer que le glyphosate pouvait éventuellement être utilisé. Je voudrais revenir, moi, sur les alternatives. Qu'est-ce que vous conseillez? Qu'est-ce que vous avez observé? Qu'est-ce que vous portez comme message? Qu'est-ce que vous pourriez nous conseiller? Voilà, et tout ça en quelques très courtes phrases, parce qu'on arrive au bout du délai imparti pour cette audition. Merci. Alors, je rappelle juste ce qui avait fait le début de notre rencontre. Une bonne politique agricole commune est un passage obligé. Maintenant, dans les alternatives qui se présentent à nous, j'ai évoqué le biocontrôle. Mais quand on pense aux alternatives, on se dit que soit elles viennent des groupes qui aujourd'hui nous vendent les produits phytosanitaires, et ça va être une recherche quand même très orientée vers d'abord le profit de ceux qui recherchent, et on constate une certaine indigence en matière de recherche publique. La recherche publique a été abandonnée en agriculture depuis 20 ou 25 ans, et c'est très délicat de demander à des firmes qui vous vendent aujourd'hui les produits phytosanitaires de nous trouver des alternatives qui amèneraient finalement à s'en dispenser. Donc, il y a le biocontrôle à condition que la recherche publique s'y investisse, qu'on ne laisse pas simplement des petits chercheurs avec des petits moyens travailler dans leur laboratoire. Il y a sans doute des voies de progrès dans la recherche au niveau génétique. Et là, on attire votre attention sur un sujet qui fait débat, sur les nouvelles technologies de production des semences, NPBT, New Plant Breeding Technology, sujet dont le HCB a été saisi pour savoir si, en fait, ces nouvelles technologies de sélection des plantes allaient donner des produits du ressort OGM ou allaient donner des semences qui pouvaient être considérées comme conventionnelles. Et là, on est dans un débat qui est très difficile, parce qu'on a une opposition frontale entre ceux qui disent tout ce qui est NPBT n'est pas OGM et ceux qui disent tout ce qui est NPBT est OGM. Et si vous prenez la deuxième alternative, en gros, on oublie les NPBT, puisque si c'est des OGM, il y a un tel parcours du combattant et un rejet sociétal des OGM qu'on nous ferme ses portes. Si on admet qu'il faut avoir du discernement et que parmi ces NPBT, il peut y avoir des variétés qui peuvent être considérées comme des variétés conventionnelles, à la différence qu'au lieu d'avoir mis 15 ans pour les obtenir, on les aura obtenues en 1 an, avec des solutions, parce que si je parle de ces variétés, je pense surtout à leur capacité de résister aux agressions, bactéries ou champignons. Donc, et ça, aujourd'hui, c'est un blocage. Je suis membre du HCB. On ne se réunit plus depuis maintenant 6 mois. La présidente a démissionné. Le président du comité éthique, économique et social a démissionné. Suite notamment à des divergences quand il a fallu prendre une position sur ces NPBT. Et je crois qu'aujourd'hui, tout le monde est démuni. On attend une décision de la Cour de justice européenne qui a été saisie par quelques organisations et qui doit dire, dont certains attendent qu'elle fasse le travail que le HCB n'a pas su faire, mais le CJCU, eux, ne fera pas le travail du HCB parce que va donner des conclusions qui vont renvoyer en fait au libre arbitre des États pour décider ou non. Donc ça, c'est une piste pour nous
qui peut être intéressante en matière de gestion sanitaire. La question de la lutte contre les mauvaises herbes, qui est un sujet aussi. Des alternatives, il y a aujourd'hui le désherbage mécanique, mais avec toutes ses limites, et que pratiquent les agriculteurs en agriculture biologique, mais qui est coûteux, qui a une efficacité qui est relative et qui fait qu'on risque d'avoir à la fois des rendements inférieurs, donc un surcoût, quelquefois des herbes indésirables qui rendent la culture, le produit non consommable en alimentation animale. Bon, donc on aborde ce sujet avec une énorme humilité, celle des agriculteurs qui savent que 2 années qui se suivent ne se ressemblent jamais, celles qui savent les interactions en matière de biologie et qui ne peuvent pas être affirmatifs avant avoir un long parcours d'expérimentation. Pour nous, la première chose à intégrer, c'est quand même le temps. Et lorsqu'on entend des délais impératifs qui sont fixés, je me souviens du Grenelle de l'environnement où on devait réduire de 50%, si possible. Il y avait le si possible. Il y a quelques années de ça. Oui, il y a 2008. Donc 2008. Il y a eu du temps. Il y a 10 ans. Et on voit que on n'a pas pu. Tout le monde était conscient qu'il fallait faire quelque chose, mais on ne peut pas se fixer, à notre avis, en biologie comme en santé humaine, des deadlines qui soient impératives. Il va falloir du temps. Quand on parle de réduction, peut-être à terme de suppression des produits phytosanitaires, tout dépend aussi desquels on parle. Est-ce qu'on parle des insecticides? Est-ce qu'on parle des fongicides? Est-ce qu'on parle des herbicides? Est-ce qu'on parle du soufre et du cuivre, qui sont des produits qu'on utilise obligatoirement beaucoup en agriculture biologique, qui rentrent aujourd'hui dans la somme des produits phytosanitaires utilisés, ce qui est un peu en trompe-l'œil quand même. Donc, il n'y a pas un moyen d'en sortir. Je pense qu'il y a toute une palette. Il y a je répète quand même, une politique agricole commune qui permette déjà aux agriculteurs de renouer avec des assolements non plus économiques, comme ils le sont devenus, en fonction de calculs d'aides ou de choses comme ça, mais des assolements agronomiques, avec des rotations équilibrées. Et à ce titre-là, quand même, les plantes riches en protéines qui fixent l'azote de l'air, par exemple, et qui créent des bonnes ruptures en matière autant de champignons que d'insectes ou d'herbes, c'est énorme. On ne l'a pas vu, ça s'est fait insidieusement, on a spécialisé les agriculteurs quelquefois en monoculture, on a toujours trouvé les solutions chimiques. Et aujourd'hui, sur cet état des lieux, considérer qu'il faut se passer de la chimie, c'est mission impossible. Il faut arriver à tout réorganiser. C'est-à-dire que, voilà, si vous attendiez de nous qu'on vous dise, ben, voilà, on a la solution. Certainement pas. Nous avons bien compris que c'était très complexe. Voilà, mais je vous le confirme. Ce qui nous intéressait, c'était votre position à vous en tant que syndicat représentant 20% des agriculteurs votants. Monsieur Menuel. Vous avez évoqué, bien évidemment, la recherche en matière de génétique avec les NP-BT, mais vous n'avez pas, vous, repris justement ce que fait votre voisin concernant l'agriculture de conservation, c'est-à-dire les méthodes culturales qui pourraient apporter une diminution forte ou significative des produits phytosanitaires. C'est tellement naturel que je n'en ai pas parlé. Notre syndicat, dont j'étais le président en 1999, a organisé son premier festival de non-labour et de techniques culturelles simplifiées. Il y avait le concours de labour d'un autre syndicat, et nous, on a organisé cette première manifestation. Elle se reproduit tous les ans depuis 1999, et en gros, l'agriculture de conservation faisait partie du PAC qu'on voulait promouvoir en lançant ce festival qui était d'abord une démonstration de matériel permettant justement de ne plus labourer et de gérer des couverts végétaux, mais aussi des conférences, de conférenciers qui souvent venaient en dehors de France, parce que la France était très intellectuellement à ce moment-là peu portée sur ces sujets-là, donc beaucoup d'intervenants ou de Suisse ou d'Amérique du Sud qui venaient nous expliquer tout ça. Donc je n'en ai pas parlé tellement on est imprégné de ces techniques. En étant imprégné, justement,
On sait que ça ne peut pas être. C'est une approche, mais Une palette, vous avez dit. Une palette de solutions. oui. C'est tellement important sur la biodiversité, qui est vraiment un sujet d'actualité également, parce que quand vous faites du facélia, par exemple, en culture intermédiaire, ça a des apports en matière de biodiversité importants. On va arrêter là. Une dernière phrase, monsieur. C'est juste pour vous dire que On a explosé nos délais, là. c'est justement, Allez-y. on va sur un lycée agricole le 19 septembre faire notre festival national du non-labour et semi-direct. C'est le lycée agricole de Chauny, dans le 02. Donc si vous avez envie de venir, vous êtes les bienvenus. Il y a des conférences, il y a des démonstrations, et c'est justement, on essaie de vulgariser le plus possible le 19 septembre prochain, donc sur un lycée agricole, à chaque fois c'est sur des lycées, pour justement montrer ces nouvelles façons de faire, bon, nouvelles qui ne sont pas pour tout le monde, mais qui concernent encore que, à notre goût, trop peu d'agriculteurs, autour de 5%, je pense. Ok. Merci, messieurs. Si vous avez des compléments à apporter à tout ce qui vient d'être dit, vous pouvez le faire par écrit et nous serons ravis de bénéficier de vos propositions et suggestions concrètes. Merci à vous.